Alors, je suis en direct. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer donc cette vidéo en m'adressant ou en adressant quelques mots en arabe à d'éventuels auditeurs arabophones. Et je reprends, donc ça va prendre quelques secondes. Salam alaikum. طلبوا مني باش ندير براهي حول مكانة الجزائر وما قدرة الجزائر في التكييف مع الوضع العالمي الحالي بعد التغيير اللي شفناه وبعد بروز وإثبات نهائيا وجود قطبين في العالم، وحتى في القطب الثاني اللي عاود خرج تاع هو الصين روسيا. بالك داخل القطب هذا كاين عدة أقطاب متحالفة. نهار الجمعة العشية راني ندير تحليل باللغة العربية إن شاء الله. السلام عليكم. Rebonsoir. L'idée de cette vidéo est venue d'un questionnement dans un échange avec un ami Riqi qui m'a posé la question: est-ce que l'Algérie est dans la bonne direction dans le cadre actuel, dans le cadre du bouleversement actuel que nous vivons? A-t-elle les bons atouts? Est-elle dans la bonne direction? A-t-elle les bonnes orientations? Et est-ce que l'Algérie peut tirer son épingle du jeu dans ce bouleversement global? Donc, je vais essayer d'y répondre. Donc, du point de vue de l'Algérie, de ses intérêts, de ses besoins, de ses problèmes, de ses capacités, mais aussi de ses difficultés. Mais avant, je suis bien obligé, Yanni, de revenir à quelques rappels. Le premier rappel qui me semble fondamental, important, et que je ne peux pas, Yanni, que je ne peux pas passer sous silence, c'est ce déferlement de racisme anti-russe. Et la caractéristique de ce déferlement raciste anti-russe est sa ressemblance avec le racisme anti-musulman. Et la ressemblance avec le racisme anti-musulman est qu'à un certain moment, le racisme anti-musulman a été un racisme anti ou contre civilisation musulmane. Cet racisme atteint les couches moyennes, mais même les couches moyennes supérieures. Elle atteint ce qu'on appelle les élites intellectuelles, puisque partout dans le monde occidental, là aussi, il ne faut pas qu'on se laisse berner par l'idée dominante que le monde, c'est le monde occidental, c'est la communauté internationale, et donc ce qui se passe chez eux, c'est tout de suite une vérité mondiale. C'est pas ce qui se passe ni en Inde, ni en Chine, ni au Pakistan. Ici en Algérie, ça se passe pas, en tout cas. Il n'y a rien qui laisse penser à un racisme anti-russe, sauf dans la 5e colonie coloniale, mais là, ce n'est pas véritablement un racisme, c'est un anti-russisme qui est en réalité un anticommunisme. Dans la tête de beaucoup, dans la tête de certains, mais certains sont nombreux dans cette 5e colonne, c'est que la Russie, elle est toujours communiste. Ils ne se rendent même pas compte que la Russie est passée au capitalisme avec elle-ci. Et pourquoi je fais cette première remarque? Parce que il faut revenir à la théorie du choc des civilisations. Et Ting Tong,
en même temps qu'il y avait le Fukuyama, qui parlait de fin de l'histoire, avait prédit l'ouverture d'une ère qui était l'ère du choc des civilisations. J'ai écrit un texte, je ne sais pas si je peux le retrouver, je vais le republier sur cette idée de choc des civilisations. Et la réaction actuelle des élites occidentales, celle d'interdire les contacts avec les sportifs, avec les chats, avec les arbres parce qu'il y a un concours mondial sur les arbres. Les Russes ont été éliminés, qu'on demande à des chefs d'orchestre, à des artistes du ballet, à des musiciens, à des chanteurs, à des académiciens, de les mettre en demeure, on leur demande d'affirmer, de déclarer, de montrer, d'afficher leur hostilité à leur pays et à leur président. Cette hostilité générale, elle ne concerne pas la race. Elle ne concerne pas la race. Elle ne concerne pas les Slaves. De toute façon, qui en général, depuis des siècles, ont été considérés comme des sous-hommes. Le racisme anti-slave est ancien, il n'est pas nouveau. Bon, il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas le moment d'en parler ici. Ce racisme des élites, il est la négation d'une civilisation, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu tirer de cette culture russe, qui par ailleurs est reconnue par les autres peuples du monde. Elle est reconnue par les autres peuples du monde. C'est une attitude de négation, d'annulation, de cancel civilisation. Ici, la cancel culture, ça signifie que la Russie est annulée comme civilisation. Bien sûr, c'est fondamental. Bien sûr que c'est fondamental. Parce que même lorsque le monde arabe a été colonisé, ou l'Indochine, ou la Chine, ou d'autres régions du monde qui portaient des civilisations importantes, développées, souvent sophistiquées, mais dont nous savons peu de choses aujourd'hui au niveau des masses, au niveau de la culture de masse. Ce colonialisme et ces conquêtes se sont accompagnés d'une annulation, au sens de négation de l'existence de ces civilisations. J'ai déjà parlé de comment ces civilisations extraordinairement développées, sophistiquées, comme la nôtre, la civilisation arabo-musulmane, ont été traitées de barbarie. Cela rentre dans le cadre du système du colonialisme lui-même. Ça rentre dans le système. C'est le système du colonialisme ne peut pas fonctionner sans le racisme. Le racisme est consubstantiel au colonialisme, à l'impérialisme et donc au capitalisme. Et donc au capitalisme. Pourquoi? Parce que les ouvriers anglais du début de la révolution industrielle étaient traités comme les indigènes et non pas comme des Anglais au sens plein du terme. Ils étaient frappés d'un racisme interne, d'un ostracisme, d'une négation de leur humanité. C'est ce qui a permis au capitalisme anglais, français aussi, et aux autres capitalismes, de réduire la classe ouvrière anglaise à un véritable état d'esclavagisme. Aussi bien pour la durée du travail qui était de 14 heures, aussi bien en incluant dans ce modèle du travail des enfants, qu'aussi bien dans la question du logement, et ainsi de suite.
Et alors, la crise actuelle, comme toutes les crises, permet de ressortir les strates géologiques de la pensée, de la formation de l'opinion. Cette stratification qui s'est entassée, qui est au fond, et que seul un séisme, par sa puissance, peut renvoyer au jour. C'est une image d'ailleurs que j'emprunte à une autrice, à une écrivain française, qui a écrit sur le PCF, et dont le nom m'échappe. C'est-à-dire, qui elle, avait comparé les crises au séisme. Elle dit ce qui était caché, mais qui constituait l'infrastructure de la pensée. Ce qui était caché en temps paisible va, comme dans un séisme, ressortir en temps de crise. Son nom va me revenir, je vous le dirai. C'est Madeleine Ribeiro. Elle a écrit sur le PCF. Elle a écrit 2 livres importants d'ailleurs sur le PCF et sur les questions de la répression policière en France, le livre s'appelle Le Carnet B. Et ce qui se passe donc avec la Russie m'a immédiatement rappelé ce qu'a dit le think tank et comment a été inaugurée l'ère de racisme anti-musulman et la désignation de l'islam comme tel, c'est-à-dire la civilisation arabo-islamique, comme étant à abattre et que nous allions aller vers le choc. Évidemment, bon, les choses ont suivi et aujourd'hui, ces élites européennes réagissent exactement comme dans un choc. Et ce qui était enfui en bas, leur suprémacisme subconscient, même pas inconscient, et les subconscients, ce suprémacisme qu'ils ont réussi à cacher sous des formules diverses. J'en ai parlé dans la vidéo précédente qui s'appelle, enfin, sur le racisme actuel. Et cette attitude des élites occidentales montre bien que ce qui se passe avec la Russie, c'est un choc immense. C'est un choc immense. Ils ressortent sans précaution, sans garde-fou, sans masque, sans maquillage, sans cosmétique. Leur véritable attitude vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire que la Russie était une bonne patte. Donc c'était la Russie de l'Est. Et donc j'attire l'attention de ceux qui m'écoutent que ces questions de civilisation qui se posent à propos de la Russie, elles ressemblent exactement aux questions de civilisation qui se sont posées pour les conquêtes coloniales. Et combien de gens savent que les Incas savaient faire des momies? Combien de gens savent que les Incas savaient trépaner le crâne et faire des opérations? Combien de gens savent que les Incas avaient une chirurgie dentaire très développée? Tout cela, ça veut dire que cette civilisation était arrivée à des connaissances médicales, des connaissances, en tout cas, en herborisme, en médecine expérimentale, pas au sens de Claude Bernard, c'est-à-dire en médecine empirique, à des degrés, à des niveaux importants, en plus de leur architecture, de leur capacité à construire. Et cette crise avec la Russie, elle nous met en face de cette conscience, de cette perception des élites occidentales, à chaque fois
que le système du capitalisme, que le capitalisme, dans sa phase, je le rappelle toujours, mais il vaut mieux le rappeler, de l'impérialisme, entre en crise. Il doit entrer en crise. Et donc, il faut se poser la question de la place de la perception, de la question de la civilisation dans cette crise avec la Russie, comme de cette question de la perception des civilisations qui a eu lieu avec la Chine, avec l'Iran et avec le monde musulman dans son ensemble, à travers la série de faits, d'événements et de circonstances qui nous secouent depuis Salman Rushdie. Je parle pour notre époque actuelle, mais avant Salman Rushdie, il y a eu beaucoup de faits de développement, de production intellectuelle qui s'attaquaient à l'islam. Peut-être que pour nous Algériens, le sommet, c'est Ernest Renan. Voilà, c'est Ernest Renan, bon, parce qu'il est français, parce qu'il a été un titulaire de chaire qui s'est engagé, qui s'est épargné sur des questions dont il ignorait tout, puisqu'il a abordé la question des langues, du génie des langues, etc. Et il est allé très loin, en parlant de la langue arabe comme étant une langue de l'émotion, une langue de la poésie, une langue incapable d'être une langue de la pensée, et ainsi de suite. Je veux dire, et surtout, Ernest Renan avait nié la capacité de la langue arabe à pouvoir traduire les textes de la Grèce. Et donc, il voulait nier à la civilisation arabe d'avoir été un pont qui a permis le passage de cette civilisation grecque et romaine, qui est une civilisation orientale. Mais là-dessus, je vais revenir dans les prochains cours de philosophie générale que je vais commencer après avoir terminé les cours actuels, enfin le cours qui n'est qu'un cours élémentaire de philosophie que je donne en langue arabe. Il est possible que je fasse les deux maintenant, c'est-à-dire que je donne un cours de philosophie générale dans les deux langues, arabe et française. Et pourquoi j'en reviens à Renan? Parce que cette position sur l'islam, sur le choc des civilisations, donc ça concernait la civilisation occidentale et l'ensemble du monde qu'on peut considérer comme l'espace de la civilisation arabe musulmane. Et c'est beaucoup. Ça va de l'Inde jusqu'à l'Atlantique, plus les autres endroits en Asie, et ce, d'une façon indiscriminée. Alors que ce monde musulman, arabo-musulman, arabe musulman par la foi, mais arabe, il a été arabe par la production scientifique à un moment ou à un autre de l'histoire entre le 6e et le 14e, 15e siècle. C'est ce monde qu'on ne peut pas rassembler comme si on pouvait comparer ou mettre à égalité un musulman de Damas et un musulman d'Islamabad, comme si on pouvait mettre dans le même enveloppe culturelle, linguistique, artistique, etc., un yéménite et un damascène. Mais enfin, c'est ce bloc-là. Or, effectivement, n'a pas a été repris dès qu'il y a eu la crise économique
qui a commencé en 1986, puis qui s'est développé jusqu'en 2003 en France. Et en 2003 en France, il y avait Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, l'homme Karcher, puis il est devenu président. Et comme par hasard, Sarkozy encourage donc, à travers ses relais, un type qui s'appelle Guggenheim, qui écrit un livre sur le Mont Saint-Michel, en racontant des histoires d'Homer debout, comme quoi il y avait un moine au Mont Saint-Michel, dans le château Indec, dans le monastère, qui a traduit Aristote. Alors il a traduit Aristote, et là-dedans, Guggenheim, il va très loin. C'est-à-dire, bon, donc, qu'est-ce qu'il veut nier? Il veut nier le fait que la civilisation occidentale n'a aucune dette vis-à-vis de la civilisation musulmane. Rien. Rien. C'est l'annulation totale. Même pas, il y a la rencontre, même pas les textes, les commentaires qui ont qui ont permis le passage de la connaissance d'Aristote en Europe médiévale à travers Thomas d'Aquin. Et il reprend ces thèmes de la linguistique, où il s'enfonce dans un domaine qu'il ne connaît pas non plus, comme quoi la langue arabe n'a pas le génie de pouvoir traduire le grec. Cette histoire de génie, c'est une imbécilité fondamentale. Mais comme il y a des preuves que les Arabes ont quand même traduit, ne serait-ce qu'un peu, ben il désigne les Syriaques qui effectivement ont traduit Aristote, mais ils sont chrétiens. Alors vous pouvez être arabe et musulman et votre langue n'a pas de génie, mais si vous êtes arabe et chrétien, votre langue a du génie. L'intervention du Saint-Esprit, ne relevant pas du domaine de la connaissance, on ne sait pas. Hein. Et donc il a lié les deux, le côté arabe. Pourquoi je vous en parle? Parce que la crise que nous vivons actuellement, l'agression permanente des États-Unis contre les peuples du monde, après leur victoire, entre guillemets, supposée sur le RSS et sur le camp socialiste, et après leur effondrement, la théorie du choc des civilisations était l'halali, le corps, les trompettes, les tambours que Huntington sonnait pour qu'il y ait la domination globale contre l'air pour terminer, achever leur supposée victoire sur le camp socialiste européen et sur le RSS pour achever la conquête du monde. C'était un appel à la conquête du monde. Un appel à la conquête du monde comme auparavant. Les philosophes des Lumières, mais surtout Voltaire parmi eux, mais pas seulement Voltaire, appelaient à amener chez les sauvages la raison qu'ils n'ont pas, d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas avoir non plus, hein, puisqu'ils le considèrent comme étant une étape intermédiaire, par exemple les Noirs, entre les Blancs entre l'homme et le singe. Et idem, ce qu'ils pensent des Mahométans. Alors, cette crise du capitalisme, je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est que le capitalisme, l'Europe, l'Occident tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est né au 10e, 11e, 9e siècle. Et il est né à travers les croisades. Les croisades ont été une nécessité pour l'Europe médiévale et pour l'Église, pour pouvoir trouver de nouvelles ressources
de nouvelles ressources pour le maintien de leur système économique, social, leur système politique et religieux de la féodalité. Mais dans ces guerres, dans ces croisades, les forces organisées en Europe, c'est-à-dire d'abord et principalement l'Église, mais aussi les entités politiques qui commençaient à naître, c'est-à-dire les royaumes qui commençaient à naître autour d'une famille, d'une maison. On appelle ça une maison, hein, une maison royale. Ils rencontrent les routes de l'assaut. Ils rencontrent les routes de l'assaut, que les Grecs connaissaient aussi, de toute façon. Que les Grecs étaient complètement là-dessus. Plus tard, bon, vous savez que toute la littérature suivante parle du Moyen-Âge comme un âge obscur, un âge arriéré, un âge où le concept de croyant dominait le concept d'homme. Et ce Moyen-Âge a été relégué à un âge obscur. Or, c'est à ce moment-là, c'est pendant les croisades, c'est dans la rencontre avec l'Orient. Et dans cette rencontre avec l'Orient, la lutte n'était pas, au départ, forcément contre les groupes musulmans. Elle a d'abord inclus, et de façon bien importante, les églises de l'Orient, qui avaient beaucoup de différends avec l'église d'Occident. Donc là-dedans, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas aborder, c'est pas possible. La différence entre l'église orthodoxe et l'église catholique, bon, tout ça, c'est compliqué. Ce que je vous dis simplement, c'est que dans cette rencontre des croisades, que Florence est née, que Gênes est née. La ville de Florence est la ville de Gênes. Et c'est surtout à Florence que ce commerce qui est né à partir de la découverte de l'Orient, on peut en parler comme ça, pas vraiment pour l'Italie, parce que l'Italie le connaissait, mais le reste de l'Europe ne connaissait pas l'Orient. L'Italie, je veux dire, à l'époque romaine, Florence, c'est un peu le berceau du capitalisme. Et ce développement des bourgeoisies commerciales dans ces ports qui sont devenus les points d'arrivée des richesses de l'Orient. Les métaux qui étaient travaillés, n'oubliez pas que les métaux de Syrie étaient considérés comme de très très bons métaux et comme des ouvrages d'art, etc. C'est que la bourgeoisie naissante, s'est enveloppée à la fois dans les masques, dans les discours de la sortie des âges obscurs, car le Moyen-Âge, et ça a pris beaucoup de siècles. Ça a pris en fait 4 siècles, jusqu'au XVe siècle, où enfin la papauté avait autorisé le profit. Et elle a autorisé les banques. Et en autorisant le profit, ce grand virage historique, donc ne s'est pas déroulé comme ça par surprise. Donc, bien sûr, quand on vous enseigne l'histoire, en la découpant en petits morceaux, en séparant l'économie, de la sociologie, de la politique, de l'art militaire, bien sûr, vous ne pouvez rien comprendre. Mais le capitalisme, il est né dans cet utérus qui n'avait pas de nom. Mais il fallait lui donner un nom.
fallait lui donner un nom. La civilisation. Plus tard, on a parlé de civilisation chrétienne, mais toujours avec l'idée que la civilisation chrétienne, elle ne comprenait pas les âges obscurs du Moyen-Âge, qui vont donc du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 12e, 13e siècle, même si le capitalisme a commencé au 11e. Il vous demande de réfléchir à ce choc des civilisations, voilà, que nous voyons sous nos yeux. Puisque la perception de ces élites occidentales est une perception de noyade. C'est comme si l'ensemble des systèmes qui leur permettent aujourd'hui de vivre ce qu'ils vivent, dans cette perception de soi qui est tellement gratifiante, qui est glorifiante, qui est cette perception de soi, est celle d'un système de pensée, de culture, d'art, etc., qui sont supérieurs. Ce racisme. Et à mon avis, ce sentiment de noyade, il est réel. Il est réel, c'est-à-dire qu'il y a réellement une noyade, que nous voyons le monde unipolaire s'effondrer pour devenir multipolaire. Pourquoi je demande unipolaire? Parce que le monde multipolaire n'a pas existé avant la révolution d'octobre 1917. Sans octobre 1917, sans la révolution bolchevique, que tout le monde traîne dans la boue, que tout le monde diffame, que tout le monde déforme, c'est vraiment, il y a, je sais pas moi, il y a des montagnes d'interprétations, de mensonges, de raccourcis sur la révolution d'octobre, mais c'est la révolution d'octobre qui a créé un monde multipolaire. Oui, il y a eu un monde multipolaire avant. Il y a eu la civilisation chinoise, mais en face, il n'y avait rien. Vous imaginez bien qu'il n'y avait rien en face. Il n'y avait aucune civilisation digne de ce nom, ou qu'on peut appeler civilisation, justement en dehors de ces pays et de ces peuples qui sont aujourd'hui rabaissés. En dehors de la Chine, le Japon n'était pas vraiment une grande civilisation, mais il en a été une. Tout ce qui a le sud-est asiatique, avec l'Indochine, enfin vous connaissez tout ça, Bangkok, l'Inde, la Perse, pour ce qui est de l'Asie, et puis en Afrique, il y a eu de grandes civilisations. D'abord la civilisation arabo-musulmane, bien sûr, mais les civilisations qu'il y avait dans le Sahel. Or, la naissance du capitalisme, elle a basculé tout ça. Au fur et à mesure, ils ont fait des conquêtes, détruit, pillé, volé, et ils sont restés les seuls. Et cette domination du monde, qui est la domination coloniale et impérialiste, c'est ça qui leur a permis à eux, dans le cadre des crises du capitalisme qu'ils connaissaient, à tenir le coup à l'interne. Ce qui leur a permis, j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo sur le racisme, comment un type comme Bernstein avouait que sans les revenus des colonies, les puissances coloniales ne pouvaient pas donner des miettes à leur aristocratie ouvrière et à leur aristocratie syndicale. La noyade, c'est qu'ils ont le sentiment que c'est la fin, qu'ils perdent pied. Est-ce que c'est important de vous rappeler ça pour l'Algérie? Oui, c'est très important. Si on ne comprend pas ce processus, on ne comprend pas comment notre pays, et pas simplement notre pays, beaucoup de pays qui sont
dans la sphère du sud global, du tiers-monde, etc., peuvent ou doivent se situer par rapport à cet immense bouleversement, à la chute de nos anciens maîtres colonialistes. Il faut donc, c'est la première chose que je voulais souligner. L'Ukraine, nous sommes très loin de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Deuxièmement, alors je vous rappelle que pour Sarkozy, etc., l'islamophobie en France, bon, notamment cette islamophobie savante a aidé à l'enracinement d'un racisme savant en Europe. Quand Benoît XVI, le pape djihadiste, a pris ses fonctions, il a donné une conférence dans un monastère en Allemagne. De toute façon, j'ai fait une analyse de son intervention. Cherchez-la, vous mettez Bouhamidi, Benoît XVI, peut-être que vous allez retrouver. Et il fait donc une conférence sur la chute de Constantinople, avec le chef de Constantinople qui parle avec ces musulmans dans une controverse où il leur dit, bon, vous, l'islam, il n'avance que par le fer et par le sang, contrairement au christianisme, bon, qui lui avance juste par la pure attraction morale. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, les croisades n'étaient pas loin de la bataille de Constantinople. Et même c'est sur la terre des premières croisades. Les premières croisades se sont déroulées là-bas. C'est dans les côtes égéennes de la Turquie. Il reprend ce thème Benoît XVI pour dire voilà, donc l'islam est incompatible avec la raison, l'islam ne peut pas être la raison, l'islam est totalement fermé à la raison, à la science, ce n'est que la violence. Et Benoît XVI, Guggenheim, toute cette islamophobie savante est venue, non pas, elle n'est pas tombée du ciel, parce qu'avant déjà, l'islamophobie, ça a une histoire ancienne. Je vous ai parlé d'Ernest Renan, mais vous pouvez remonter jusqu'à Voltaire qui se pose des questions sur les Mahométans. C'est donc une constante. C'est une constante. Ce sont les circonstances, les événements, les éruptions politiques qui font qu'elles reviennent, que cette tendance revient en force ou pas. Et la Russie a été l'objet de mépris et d'attaques de la part de l'Europe occidentale, Angleterre en tête, Français aussi, mais depuis des siècles, ça a été leur cauchemar. Pour des raisons d'ailleurs géopolitiques, ça veut dire pour des raisons qui sont liées au territoire, et non pas simplement à la présence des forces en présence, des forces contradictoires, etc. Cette question donc des civilisations, elle est sismique. Elle est sismique, c'est-à-dire qu'elle agit dans les plaques. Elle est dans les plaques tectoniques que nous ne pouvons pas voir. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas les voir si dans notre tête,
c'est dans notre tête, nous réfléchissons dans les termes de la métaphysique. C'est-à-dire dans les termes où il y a des vérités, comme ça, éternelles, qui tombent je ne sais pas d'où. Donc les blancs sont supérieurs aux autres. Mais qu'à l'intérieur des blancs, il y a des blancs plus blancs que les autres, puisque les slaves sont blancs. Mais nous aussi, nous sommes blancs. Mais alors nous sommes des blancs moins blancs que les autres. Et ces plaques tectoniques de racisme qui habitent le cerveau des gens, qui les habitent. Comment ils vont faire? J'ai écrit une note de lecture sur un livre, très beau livre, de François Maspero sur l'honneur de Saint-Arnaud. Il parle, Yannick, de cette bonne conscience des couches moyennes de l'Europe vis-à-vis des races inférieures. Hein, des races inférieures. Alors, je vous dis tout cela parce que, effectivement, c'est la noyade. Le navire est en train de se noyer. Et c'est dans leur réaction, quand vous voyez l'avalanche de sanctions qu'ils ont imposées à la Russie, où chaque sanction provoque ou accélère les crises qui sont actuellement en cours dans le capitalisme. Bon, ça vous les voyez. Le prix des engrais s'est multiplié par 3 en Amérique latine, notamment en Bolivie. Elle s'est multipliée par, bon, je ne connais pas le chiffre pour la Russie, puisqu'elle est un important producteur d'engrais. La Bolivie, l'Algérie, je crois qu'elle produit de l'engrais, mais enfin, je ne connais pas la part de cette production dans le monde. Ils veulent retirer des SWIFT, les prix du pétrole sont en train d'augmenter, je ne sais pas jusqu'où ça va arriver, mais ça c'est plutôt le travail des économistes. Et il y a donc une inflation terrible qui est en train de se créer. Le problème, c'est que cette inflation, elle vient de deux côtés. Elle ne vient pas de la guerre actuelle entre la Russie et l'OTAN plus l'Occident, ou l'Occident plus l'OTAN. Elle vient de cette politique de la quantitative easy, c'est-à-dire des facilités quantitatives. Ce qui veut dire que pour répondre à la crise de 2008, les banques centrales, la Fed, la BCE, ont commencé à imprimer de l'argent sans cesse, sans qu'il y ait une contrepartie en valeur. Et ils ont empêché la crise et ils ont empêché l'inflation en imprimant toujours plus. C'est ce tirage de nouveaux billets sans contrepartie qui ont maintenu, qui ont empêché que l'inflation se déclare et qui ont enrichi les bourses. Puisqu'il y avait toujours de l'argent disponible pour acheter, vendre, jouer au casino, ce qu'en 2008, les États impérialistes avaient juré de ne plus refaire, de ne plus permettre. Bon. Et cette accumulation de monnaie sans contrepartie de la valeur allait, à un moment donné, faire exploser cette bulle, cette fausse richesse, et créer une crise profonde. Pour cette crise profonde, il fallait trouver des solutions. Il fallait trouver les solutions d'une transformation du monde, d'un monde capitaliste en fin de course, où il efface toutes ses dettes, mais en étant obligé de transformer toute la planète, y compris leur propre peuple, en serfs, en nouveaux esclaves.
C'est cela le but des reset. C'est-à-dire le capitalisme ne pouvant plus trouver de solution à ces problèmes et ne pouvant pas supporter l'idée du socialisme, sa seule sortie, sa seule chance de sortie, c'est de refaire le monde, de réinitialiser, d'effacer tout le disque dur et puis de réinitialiser. Mais dans cette perspective-là, dans cette perspective de la chute des empires, et si je parle de civilisation, parce que j'ai déjà parlé auparavant, en disant, en répétant, que le modèle même des conflits armés que nous voyons aujourd'hui, et qui sont des conflits armés privatisés, avec Blackwater et le reste, ou avec la mobilisation de mercenaires à travers le monde entier, pour en faire des armées itinérantes. Pour en faire des armées itinérantes, parce que, bon, des armées non itinérantes, résidentes, bon, donc les armées de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, ne peuvent pas faire face à toutes les tâches de la guerre et sont obligés, pour cela, à faire participer des forces non étatiques, qui sont les mercenaires et les terroristes. Et ils ne peuvent pas le faire. Aussi, ce n'est pas une question d'argent. L'argent, il y en a. C'est l'argent des pays du Golfe. C'est les pays du Golfe ont jusqu'à présent payé toutes les armées mercenaires qui existent. Et cela remonte à avant 2008. Le premier pays qui s'est engagé dans cette voie, c'est le Qatar. L'argent existe, pas pour tout à fait dans leurs budgets nationaux, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Parce que d'abord, ça pèserait sur eux. Mais surtout parce que ça mettrait la puce à l'oreille de leur opinion publique. Pas les couches moyennes, pas les élites. Les élites, elles sont complètement dans cette politique de destruction universelle. Complètement. Mais c'est pour ne pas payer le coût politique. S'ils envoient constamment leurs armées à la place des terroristes, ils seraient comptables aussi des pertes, pas des pertes précisément. C'est par cette voie que les complexes militaro-industriels gagnent de l'argent, que le complexe pétrolier gagne de l'argent, et que l'autre complexe bancaire aussi. Ce recours à ce type de formation militaire, ça ressemble aux armées féodales. C'est-à-dire qu'à mon avis, la chute de l'Occident fera que l'Occident va rentrer dans des âges obscurs. Il va régresser, il va reculer. La civilisation romaine était brillante. Bon, évidemment, quand je dis qu'elle était brillante, je n'oublie pas une seule fraction de seconde qu'elle s'est construite sur l'esclavage et sur la guerre qu'elle nous a faite à nous aussi, en Algérie, et que nous avons contribué, nos ancêtres des Numides ont contribué à faire tomber l'Empire romain. Je n'oublie pas, mais aux yeux de l'Occident, cette civilisation était brillante. Bon, c'est vrai, ils savaient faire beaucoup de choses. Ils savaient construire, ils savaient faire du commerce, ils savaient faire des routes, c'est une civilisation. La chute de l'Empire romain, ça a donné le Moyen-Âge. Mais partout, là où il y a eu des civilisations qui sont mortes, mais des civilisations qui sont mortes de mort naturelle. Par exemple, je pense aux civilisations du sud-est asiatique, qui se sont éteintes petit à petit, mais sans des grands conflits, parce que ce n'étaient pas des civilisations qui dominaient le monde, contrairement à la civilisation romaine.
la civilisation chinoise, quand elle a été agressée par l'impérialisme anglais, français et américain, la situation est devenue catastrophique. Elle est devenue catastrophique en Chine. Bon, heureusement, il y a eu le renouveau national et social chinois, grâce aussi au Parti communiste chinois, pas seulement, mais d'abord et surtout grâce au Parti communiste chinois, comme au Vietnam. C'est l'effondrement de cette civilisation, ça signifie le féodalisme. Or, comment est-ce que le capitalisme est devenu puissant à ce point? C'est en enserrant le monde dans ses conquêtes. Et ces conquêtes, Marx le dit, lui ont permis, par le vol, par le viol, par la corruption, de ramener des richesses, des capitaux déjà constitués sous forme de biens, l'or, etc., de ramener, de renforcer l'accumulation primitive du capital et d'aller plus vite dans la voie de la construction de ce capitalisme en lui offrant un marché mondial. Mais le marché mondial est nécessaire au capitalisme. Or, le marché mondial, tel qu'il s'est constitué historiquement, dans la réalité, pas dans les délires des néolibéraux, il s'est construit sur la violence totale. Et nous, bon, tout à l'heure, à partir de Huntington, l'islamophobie, et la russophobie actuelle, c'est une violence symbolique qui était cachée, parce que cette violence fondamentale, inhérente au capitalisme, inhérente à l'arrivée, à l'expansion du capitalisme à travers les marchés, c'est elle qui est la base du racisme et de la violence symbolique. Les idées dominantes d'une époque, disait Marx, c'est les idées de la classe dominante. Et c'est cette classe dominante qui était la bourgeoisie, puis la bourgeoisie mondialisée, puis c'était celle qu'elle ramenait au monde un ordre qui était un ordre de la nature. Ça veut dire que eux n'y étaient pour rien. C'est la nature de l'homme d'être à la recherche du profit, de la jouissance individuelle, personnelle, etc. Cette violence physique permanente, sans jamais un arrêt, jamais, si jamais arrêté. Même quand l'impérialisme imposait sa paix à nos peuples, cette violence était là, à travers ses troupes ou à travers ses domestiques, à travers ses agents indigènes. Ça peut dire Haïtino, mais c'était d'autres types de serviteurs ailleurs. Violence symbolique, violence militaire, violence économique, parce que cette violence de nous introduire dans le marché capital est une violence. Or, la force idéologique, parce que du capitalisme impérial, c'est de nous faire croire que le marché est autonome, il est indépendant des hommes, il est indépendant des luttes. L'économie de marché, c'est une économie naturelle qui n'est pas influencée par les pouvoirs, par les États ou par les armées. Or, c'est pas vrai. Regardez aujourd'hui, tout ce qui nous raconte la main invisible du marché, le marché qui se régule tout seul, quand est-ce que ce marché-là a existé? Les mesures prises contre la Russie sont des mesures de type économique. Et ils pensent les faire mal parce
Parce que précisément, cette économie russe, qui est devenue une économie capitaliste après la chute de l'URSS, et que les nouvelles équipes, dont Poutine et Medvedev, étaient pour le capitalisme et croyaient qu'avec le capitalisme, mais dans son modèle européen occidental, était la seule voie pour leur pays pour se reconstruire. Or, pendant toutes ces années-là, c'est cet Occident qui leur a fermé cette voie. Parce que pour l'Occident, ces pays-là doivent être des pays serviles, des marchés de matières premières dominés, et non pas des États. Et au fur et à mesure que cette confrontation avec l'ambition russe et l'illusion russe de rejoindre les bienfaits du monde occidental, c'est dans ce refus occidental qu'il y a eu la confrontation entre cette volonté naïve et l'autre volonté dominatrice. Et au fur et à mesure, la volonté naïve a commencé à comprendre qu'elle devait s'affirmer contre la volonté dominatrice. C'est comme ça qu'ils ont fait le très 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 long chemin pour construire une volonté nationale d'existence et d'affirmation à travers la défense d'un État russe autonome et qui se défend. Cette question de la volonté, de l'identité contraire et contradictoire a été la clé, si vous voulez, de cette dialectique hegelienne, celle de la confrontation de la conscience de soi, qui a amené la Russie à cette conscience de soi d'aujourd'hui qui dit « je suis là et je vais lutter pour être ». Je suis là et je vais... Cette question de la dialectique, si nous ne comprenons pas que le monde avance par l'opposition au sein même des choses et entre les choses, nous ne pouvons pas comprendre. Donc la Russie avait élaboré sa vision du monde et sa conscience du monde en empruntant la conscience des autres. Elle était faible. C'est quand elle s'est libérée. Et elle s'est libérée aussi en revenant à la conscience que la Russie est devenue une civilisation. Mais est-ce que je me trompe? Ouais, est-ce que je me contredis quand je dis que le capitalisme occidental s'est construit autour de l'idée d'une civilisation occidentale, qu'il a plus tard nommée civilisation chrétienne, puis judéo-chrétienne, au fur et à mesure que... Mais en même temps, je dis que la Russie, c'est le capitalisme. Oui. Oui, c'est le capitalisme. Et au fur et à mesure que les illusions russes d'intégration et d'assimilation dans la civilisation occidentale étaient se heurtaient au refus et à la lutte, au fur et à mesure, les Russes, les élites russes patriotiques ont reconstruit une conscience du monde et une conscience de soi qui revenait aux racines russes, c'est-à-dire à la civilisation russe. Et ils disent, nous sommes des Russes, pas des Occidentaux. La lutte n'est pas terminée jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une énorme 5e colonne en Russie
qui n'attend que le moment de faire tomber Poutine. Et donc, si vous voulez, pour comprendre les réalités de ces crises, nous sommes obligés de nous armer avec des outils théoriques, avec des savoirs sociologiques, anthropologiques, économiques. Nous devons prendre cet enseignement. En 2008, quand la crise du capital, la crise du subprime a éclaté, et que personne n'avait de théorie cohérente pour expliquer ça, les ventes du capital de Karl Marx ont sauté. Les gens cherchaient le capital, je veux dire les gens qui sont qui étudient, pour voir les causes profondes, au-delà de la tricherie, comment on appelle ça, là, du jeu de casino, as les bourses, parce que les bourses sont des 15 jeux de casino, il n'y a rien d'autre derrière ce divan. La valeur et les marchandises se produisent par et dans le travail, et nulle part ailleurs. Le reste, c'est des systèmes de vol, d'escroquerie, enfin, écoutez, suivez les cours que nous donne cet éminent savant, qui il donne sur la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, il donne des cours sur le néolibéralisme. Écoutez, d'abord c'est passionnant, et ensuite il nous explique très bien. Et donc les gens, c'est-à-dire les élites, qui voulaient sauver le capitalisme, sont allés chercher chez Karl Marx. Mais où est cette vérité-là? Cette vérité, elle est beaucoup dans une des lois de l'économie politique chez Marx, qui s'appelle la chute tendancielle du taux de profit. Mais enfin, ça, il faudra qu'il y ait des cours d'économie dans notre école pour qu'on explique cette loi et bien d'autres. Cette loi et bien d'autres. Et on ne peut pas arriver à cette connaissance sans le cadre, sans les outils théoriques. Mais jamais, depuis la chute de l'URSS, le système du capitalisme n'est devenu autant de la propagande. À l'époque du monde bipolaire, il y avait quand même deux grands acteurs idéologiques. L'URSS et puis l'Occident. Le troisième acteur idéologique, c'était à l'intérieur du pôle communiste, c'était la Chine. Mais depuis la chute, il n'y a plus qu'un seul pôle qui nous impose ces voiles successifs qu'il a empilés sur nous pour nous dire la seule économie naturelle, c'est la seule économie viable, c'est l'économie de marché. Or, ce que vient de faire la direction russe en imposant son propre capitalisme au capitalisme occidental, c'est de briser la fameuse phrase de Thatcher. Excusez-moi, je vais juste revenir sur le lien entre capitalisme et idéologie. Quand vous prenez la Russie, donc c'est ce retour vers les repères de la civilisation russe. Mais en Iran aussi. En Iran, c'est un pays capitaliste. Mais pour s'affirmer en tant que capitalisme, il est obligé de combattre l'impérialisme. Jamais l'impérialisme ne permettra la naissance d'un capitalisme périphérique. Jamais. Et le capitalisme qu'il a créé pour se donner un modèle face au communisme, c'est-à-dire la Corée du Sud et l'Allemagne, un peu le Japon, et ils vont les détruire. Les États-Unis vont détruire l'Allemagne et la Corée du Sud.
les sanctions contre le gaz, contre le pétrole, etc., c'est pour récupérer les marchés qu'occupe l'Allemagne actuellement et qui l'empêchent d'être le maître de l'Europe. Mais pour ça, il y a un très bon article de Vincent Guis que vous pouvez chercher et lire. Et il y a un très bon article aussi de Michael, de l'américain, économiste américain, Michael Hudson. Voilà. Donc, ce rappel étant fait, Margaret Thatcher, quand la crise du capitalisme était arrivée à un degré incroyable à son époque, à celle de Reagan, elle a brisé les anciens, garde-fous, les anciennes critères du capitalisme pour passer au néolibéralisme. Et elle avait dit, à l'époque, il n'y a pas d'alternative. Voilà. Il n'y a pas d'alternative et ça va être encore plus de capitalisme. Mais ce néolibéralisme, enfin, cet ultralibéralisme, Omar Aktouf, dans cette chaîne YouTube et dans le cadre de notre école populaire de philosophie, qu'il explique à merveille. Eh bien, figurez-vous qu'à mon avis, et je termine là-dessus sur le plan international, que la Russie, en se levant et en se défendant contre les pièges et l'agression qui se développait en continu contre son existence, en tant que pays, en tant qu'État et en tant que culture, eh bien, aujourd'hui, elle nous dit, il y a une alternative. Et c'est cela que nous devons comprendre, nous, peuple du tiers-monde, ancien pays. Il y a une alternative.